Je m'appelle Élise Martin. Je suis née à Lyon, mais je vis à Toulouse depuis quelques années. J'ai grandi en essayant de trouver ma place dans une famille qui m'a toujours fait sentir comme une erreur, une présence encombrante. Un détail mal ajusté. Mon père, Jean-Luc, était un homme fermé, rigide, de ceux qui pensent que montrer de l'affection est un signe de faiblesse. Il n'a jamais été violent, mais ses mots étaient durs, ses gestes secs, son regard froid. Très tôt, j'ai compris que j'occupais une place différente de celle de ma petite sœur, Sophie. Elle recevait de la tendresse, de l'attention, des encouragements, tandis que moi, j'héritais d'exigences, de reproches et d'un silence tranchant. Si Sophie ramenait une note moyenne de l'école, il la prenait dans ses bras en disant que l'important, c'était d'essayer. Si je décrochais une excellente note, il me répondait que c'était mon devoir. Quand elle oubliait de faire son lit, il en riait. Quand je l'oubliais, il me traitait de négligente. Cette différence de traitement s'est répétée dans tout. Les anniversaires, les fêtes de fin d'année, les discussions à table. Sophie était la fille adorable, charmante, celle que tout le monde complimentait. Moi, j'étais l'étrangère, la compliquée, celle qui devait toujours s'améliorer. À l'adolescence, j'ai commencé à réaliser que cette froideur n'était pas juste une question d'éducation, c'était un choix. Il choisissait de ne pas me voir, et plus je tentais de me rapprocher, plus il s'éloignait. À 18 ans, quand je suis entrée à la fac à Paris, j'ai cru que la distance arrangerait les choses. Mais il ne m'a jamais appelée. Il ne m'a jamais demandé comment j'allais. Ma mère, Claire, maintenait un contact par devoir, avec des coups de fil brefs, toujours conclus par un « je raccroche, ton père m'appelle ». À un moment, j'ai accepté que ma place dans cette famille était celle-ci, la fille invisible. Pourtant, j'ai continué à essayer. J'appelais pour les anniversaires, j'envoyais des cartes à Noël, j'achetais des cadeaux pour les occasions importantes. On m'ignorait ou on me répondait un « pas besoin » qui sonnait davantage comme « tu n'es pas la bienvenue ». La dernière fois que j'ai parlé à mon père, c'était il y a 3 ans. Je l'ai appelé pour son anniversaire. J'ai dit peu de choses, comme toujours, et il m'a répondu « Merci Élise, pas besoin ». Ces mots ont tourné dans ma tête pendant des semaines. Pas besoin. Cette phrase résumait tout. En novembre dernier, j'ai reçu un appel de Sophie. Il était tôt, et rien qu'à entendre sa voix tremblante, j'ai senti mon estomac se nouer. « Papa est mort », m'a-t-elle dit. Crise cardiaque. Il s'est endormi et ne s'est pas réveillé. Je suis restée silencieuse quelques secondes. Je n'ai pas pleuré. La vérité, c'est que le deuil vivait déjà en moi depuis longtemps. Chaque mépris, chaque absence, chaque comparaison avec ma sœur m'avait tué un peu plus à l'intérieur, année après année. Malgré tout, j'ai décidé d'aller à l'enterrement. Pas pour lui, pour moi. Peut-être pour clore ce chapitre de ma vie de la manière la plus digne possible. Les obsèques étaient imprévues au cimetière de Loyasse, à Lyon. J'ai pris le train la veille en fin d'après-midi, et je suis arrivée en ville à la nuit tombée. J'ai dormi dans un petit hôtel près de l'ancienne maison où j'ai grandi. Le lendemain, je me suis levée tôt, j'ai enfilé une robe noire sobre, attaché mes cheveux, et je suis partie. Le temps était froid, nuageux, typique de la fin de l'automne en France. À mon arrivée au cimetière, j'ai vu Sophie entourée de proches. Ma mère était avec elle. Personne ne m'attendait. Certains m'ont regardée avec surprise, d'autres avec un mépris à peine dissimulé. Sophie m'a jeté un coup d'œil rapide, mais n'a rien dit. Je suis restée à l'écart, observant. Pendant la cérémonie, personne ne m'a adressé la parole. Je suis restée muette, les yeux rivés sur le cercueil, essayant de ressentir autre chose que ce vide immense. C'était étrange d'être là à pleurer un père qui ne m'avait jamais vraiment accueilli. À la fin, on nous a invités à une petite réunion chez ma tante Hélène, la sœur de mon père. Là, au milieu d'un silence gêné, l'avocat de la famille est apparu. Il a demandé aux proches directs de rester pour la lecture du testament. Pour la première fois, tous les regards se sont tournés vers moi, comme s'ils avaient oublié que j'étais aussi sa fille. Je suis restée. L'avocat s'est levé, a ouvert une chemise noire et a commencé à lire d'une voix ferme et neutre. Moi, Jean-Luc Martin, je lègue 40% de mes biens à mon épouse, Claire, et 30% à ma fille Sophie. Il a marqué une pause. J'attendais qu'il prononce mon nom. Au lieu de ça, il a poursuivi, les 30% restants doivent être remis à Camille Lefebvre, née en 1996, fille biologique de Jean-Luc Martin, selon le document joint. À cet instant, l'air a semblé disparaître de la pièce. J'ai regardé autour de moi. Personne ne parlait. Le visage de ma mère s'est transformé d'un coup. Elle a baissé les yeux, serré les mains et pris une profonde inspiration. Et là, j'ai compris. Elle savait. Sophie a écarquillé les yeux. « C'est qui celle-là » a-t-elle demandé. Mais personne n'a répondu. L'avocat a continué. Mais je n'entendais plus rien. Mon père avait une fille cachée, une fille hors mariage. Et pendant tout ce temps, il nous l'avait dissimulée. Pendant 30 ans, la phrase de l'avocat résonnait encore.
Mon père avait légué 30% de son héritage à une fille que personne dans la famille ne connaissait, une étrangère, quelqu'un dont il n'avait jamais parlé, qui n'avait jamais été présente dans nos vies, mais qui, d'une certaine manière, avait plus de valeur à ses yeux que moi. J'ai observé la pièce. Le silence était presque embarrassant. Tout le monde semblait perdu, mais personne ne paraissait vraiment choqué. Et là, j'ai réalisé que le seul visage réellement surpris était le mien. Sophie s'est tournée vers ma mère. « Tu étais au courant ?» a-t-elle demandé, la voix mêlée de colère et de désespoir. Ma mère a hésité quelques secondes, puis a répondu à voix basse, presque comme une excuse dans le ton « Oui, je savais. » C'était comme recevoir une gifle sans qu'on lève la main. « Tu savais ?» a répété Sophie. « Tu savais qu'il avait une autre fille. Et tu ne nous as rien dit ?» Ma mère a évité nos regards. Elle fixait un poing sur la table et a commencé à se justifier. « C'était avant ta naissance. Il a eu une liaison. Je l'ai appris après. Et il m'a juré que c'était fini. Mais peu de temps après, cette fille est née. Il a commencé à envoyer de l'argent, m'a dit que ça s'arrêterait là, qu'il n'aurait jamais de contact avec elle. Mais de temps en temps, il y allait. Et moi, j'ai accepté. » Sophie semblait incapable de croire ce qu'elle entendait. « Tu as vécu avec ça tout ce temps et tu l'as juste laissé faire ?» Ma mère a secoué la tête, comme si elle espérait qu'on la comprenne. J'ai essayé de préserver la famille, faire comme si ça n'existait pas. C'était ma façon d'avancer. J'ai pris une profonde inspiration, essayant de saisir ce que tout ça signifiait pour moi. « Donc vous lui avez caché... et vous m'avez caché à moi aussi ?» Personne n'a répondu. L'avocat a continué à feuilleter ses papiers, comme pressé d'en finir avec cette scène. Sophie s'est laissée tomber sur sa chaise. Je n'arrive pas à croire qu'il ait fait ça. Et maintenant, il laisse une partie de tout à une inconnue. Ce mot m'a heurté. Inconnue, mais pas à cause d'elle, à cause de moi. Parce qu'en fin de compte, c'était moi qu'on avait toujours traité comme une étrangère dans cette famille. La différence, c'est que j'étais là depuis le début, et malgré ça, il m'a effacée. Je me suis levée lentement. « Désolée, mais ça vous surprend vraiment ?» Ils m'ont regardé sans comprendre. J'ai continué. « Vous n'avez jamais vu qu'il me traitait différemment? Que j'étais toujours mise de côté? Ce qui vient de se passer, c'est juste la suite logique de ce qu'il a fait toute sa vie. » Ma mère m'a fixée, relevant enfin les yeux. Elle n'a rien dit. Sophie s'est mordu les lèvres, comme si elle cherchait une réponse. L'avocat s'est raclé la gorge pour nous interrompre. « Il y a un autre document annexe, si vous voulez le voir. » Il a tendu une grosse enveloppe à ma mère. Je suis sortie de la pièce. Je n'avais pas besoin d'en voir plus. Je suis allée dans le jardin devant la maison de ma tante. Le ciel était toujours gris et le vent glacial me fouettait le visage. J'ai fermé les yeux un instant. Je n'ai pas pleuré. Il n'y avait plus de larmes. Ce que je ressentais était autre chose. Un vide dur, profond, accompagné d'une fatigue qui semblait venir de toutes ces années passées à être ignorées. Sophie m'a rejointe quelques minutes plus tard. Elle s'est approchée prudemment, comme si elle marchait sur des œufs. « Ça va ?» J'ai secoué la tête, sans la regarder vraiment. « Tu savais ?» Elle a nié. « Non, je te jure, je suis aussi perdue que toi. » « La différence, ai-je répondu, c'est que moi, j'ai été rayée d'un testament. Pas toi, elle a dégluti. Je ne sais pas quoi dire. Peut-être qu'il avait honte. Peut-être qu'il se sentait coupable. J'ai laissé échapper un rire amer. Ou peut-être que j'étais juste un rappel constant de l'erreur qu'il avait faite. Sauf que l'erreur, apparemment, ce n'était pas cette autre fille. C'était moi. Sophie a voulu répliquer, mais je n'avais plus envie d'écouter. Pour la première fois, tout prenait sens. Le rejet silencieux, la froideur, la distance. Il ne me traitait pas mal par hasard. C'était un choix. À un moment de sa vie, il avait décidé que je serais la pièce dont on pouvait se passer. Et ma mère, elle avait acquiescé. Elle s'était tue. Elle me regardait tous les jours en sachant qu'il y avait une raison à ce manque d'amour. Et elle n'a jamais rien dit. Peut-être que c'était plus facile pour elle aussi. Faire semblant que tout allait bien. Prétendre que la fille qui l'ignorait était juste trop sensible. De retour à Toulouse, j'ai demandé à l'avocat de m'envoyer une copie des documents. Je voulais voir de mes propres yeux ce que mon père avait écrit. L'enveloppe est arrivée 2 jours plus tard. À l'intérieur, une chemise cartonnée. En l'ouvrant, j'ai trouvé le testament complet, signé, tamponné. Et en annexe, un second document, une lettre, manuscrite, adressée à l'autre fille. Pas une seule mention de moi, pas une ligne, pas une excuse, pas une reconnaissance. Tardive, rien. Mon nom n'existait pas là-dedans. J'ai refermé la chemise avec soin et je l'ai rangée dans un tiroir. J'avais toutes les réponses qu'il me fallait, restait à savoir quoi en faire. Les jours suivants, j'ai essayé de reprendre ma routine à Toulouse, mais mon esprit ne me laissait pas en paix. Je me réveillais en pleine nuit, le testament en tête, ressassant chaque mot, chaque décision de mon père. Ce n'était pas un oubli, c'était délibéré. Il avait rédigé un document légal, l'avait signé, enregistré, et même là, il avait décidé que je ne méritais rien, absolument rien, ni bien matériel, ni souvenir,
ni ligne écrite, pas même un merci d'avoir existé. Et ça venait d'un homme qui m'avait regardé toute ma vie comme si j'étais un fardeau. Le poids de cette réalité était insupportable. J'ai rallumé mon téléphone 2 jours après l'enterrement. Il y avait des messages de ma mère, de Sophie et même de ma tante Hélène, tous dans le même ton, stupéfaction, malaise, et une tentative molle de me réconforter. Ma mère disait qu'elle regrettait de ne pas m'avoir parlé avant. Sophie disait qu'elle se sentait trahie elle aussi. Mais aucun message ne reconnaissait que, parmi nous tous, j'étais la plus blessée, la seule oubliée. La seule fille qui avait été là tout le temps et qu'on avait traitée comme si elle n'existait pas. Une nuit, ma mère m'a appelée. J'ai décroché. Sa voix était basse, comme toujours quand elle savait qu'elle avait tort. J'aurais dû te le dire, mais je pensais que ce serait pire pour toi. Je voulais te protéger. J'ai eu un rire sec. Protéger qui, maman? Parce que clairement, ce n'était pas moi. Elle s'est tue quelques secondes. Ton père avait honte, Élise. Il savait qu'il te traitait différemment, mais c'était comme s'il pensait que tu pouvais encaisser, que tu étais plus forte. Non, maman, il ne m'aimait pas, c'est tout. Et toi, tu as choisi de faire semblant que c'était normal. Elle a soupiré à l'autre bout du fil. J'ai fait ce que je pensais être juste. J'ai raccroché. Ça ne servait plus à rien. Ce qui me rongeait, ce n'était pas seulement le secret, mais le fait que toutes les pièces de ma vie s'emboîtaient enfin. La distance, le mépris, cette sensation permanente de ne pas être à ma place. Il me rejetait parce qu'il avait déjà décidé où placer ce qu'il appelait sa famille, et je n'en faisais pas partie. J'ai commencé à me souvenir de petites choses, qui semblaient anodines à l'époque. Les anniversaires oubliés, les cadeaux qui n'arrivaient jamais, les réunions de famille dont j'étais toujours la dernière informée. Même sur les vieilles photos, j'apparaissais sur le côté, mal cadrée, comme ajoutée par hasard. Je me suis rappelé ce jour où il m'a laissé attendre sous la pluie devant l'école, parce qu'il avait oublié que c'était son tour de venir, me chercher. J'avais 9 ans. J'ai attendu presque 2 heures jusqu'à ce que ma mère arrive, furieuse, disant que papa était trop occupé. Il ne s'est jamais excusé. Il n'a jamais reconnu. Et maintenant, même mort, il répétait le schéma. Il m'ignorait encore une fois. À la fin de cette semaine, Sophie m'a envoyé un message inattendu. Elle disait que l'inconnu avait répondu au contact de l'avocat et qu'ils organisaient une réunion pour régler les formalités légales. « Tu crois qu'elle va se montrer ?» m'a-t-elle demandé. J'ai juste répondu « Elle s'est déjà montrée » et elle n'a même pas eu à dire un mot. Sophie a insisté pour qu'on parle. On a pris un café. Elle est arrivée les yeux fatigués, paraissant plus vieille. Je suis en colère, Élise. Je me sens trompée. Maintenant, tu comprends ce que c'est de grandir avec ça sans le savoir? Ai-je demandé. Elle a hoché la tête. Mais tu crois encore qu'il te détestait? J'ai réfléchi un instant. Détester, c'est peut-être trop fort. Mais il m'a rejetée, délibérément. Et c'est presque pire, parce que c'était calme. Réfléchis. Sophie a remué son café, pensive. Tu sais ce qui me révolte le plus? Il disait que tu étais ingrate, que tu t'éloignais par caprice. Peut-être qu'il disait ça pour justifier auprès de vous pourquoi il me traitait comme ça. C'était plus simple de me faire passer pour une rebelle que d'admettre qu'il ne voulait pas s'occuper de moi. Elle m'a regardée avec une tristesse sincère. Et maman, tu vas lui pardonner? Elle savait et elle s'est tue. Elle aurait pu m'offrir un peu de vérité. Et elle a choisi le silence. Peut-être qu'un jour je pardonnerai, mais pas maintenant. On s'est quitté avec une étreinte tendue, pas de la tendresse. Un geste poli, la confiance entre nous s'était fissurée. Quelques jours plus tard, l'avocat m'a envoyé un mail. L'héritière inconnue avait soumis un document officiel acceptant sa part de l'héritage. J'ai demandé une copie. En l'ouvrant, j'ai vu sa signature. Rien ne m'était familier, aucun nom connu, rien qui me relie à cette personne. Comme si mon père avait vécu une double vie en secret. Et même après sa mort, il avait choisi de me laisser dehors. À chaque détail révélé, mon exclusion devenait plus évidente. Et avec elle, la certitude que je n'avais jamais vraiment appartenu à cette maison, à ce nom, à cette famille. La semaine suivante, je me suis surprise à fouiller une boîte de vieilles photos rangées dans un placard. Une de ces boîtes qu'on garde en pensant renouer avec des souvenirs heureux. Mais en les sortant, c'est autre chose qui montait en moi. Dans presque toutes, Sophie souriait, entourée, enlacée. Moi, j'étais toujours à côté, floue, ou avec un regard perdu, tenant quelque chose, cherchant l'attention de quelqu'un. Sur aucune photo, mon père ne me regardait. Il posait pour l'instant, mais sans me voir. Sur une image, j'avais environ 5 ans. Je portais une robe bleue, j'étais dans les bras de ma mère, mais mon père tenait Sophie, souriant comme si elle était son univers. À cet instant, quelque chose s'est brisé en moi. Pas de la colère, pas de la tristesse. Une fatigue qui dépasse le corps. Un vide si profond qu'on dirait qu'on a été effacé de sa propre vie. Et je l'avais été, effacé de l'histoire. De ma famille alors que j'étais encore en vie. J'ai refermé la boîte, pris une grande inspiration et décidé là, sur le champ. Je n'allais plus insister, plus essayer d'appartenir. Pendant des années, je m'étais battue pour être acceptée par des gens qui avaient déjà décidé que ma place était hors du cercle. Ma présence était tolérée,
jamais célébrée. J'étais celle qui appelait, qui se souvenait des dates, qui aidait en silence, qui écoutait, qui soutenait. Et pourtant, on m'avait oubliée si facilement, avec une telle indifférence. Comme si rien de tout ça n'avait compté, il fallait que je sorte de là. Pas par vengeance, mais par santé mentale. Le lendemain, j'ai démissionné de mon travail. Un poste stable dans un cabinet d'architecture réputé à Toulouse, bien payé, autonome, avec des collègues qui me respectaient. Mais c'était une vie construite pour plaire, pour prouver ma valeur. Tout ce que je faisais visait à montrer que j'étais assez. Et là, je ne voulais plus rien prouver. J'ai commencé à planifier mon départ de la ville. J'ai loué un petit appartement dans la campagne normande, près de la mer. J'avais toujours rêvé de vivre près de l'eau, mais je pensais que ce n'était pas pour moi. Maintenant, je pouvais. J'ai vendu ma voiture, résilié des contrats, donné des vêtements, me suis débarrassée de meubles. En moins d'1 mois, ma vie d'avant tenait dans 4 valises. Ma mère a essayé de m'appeler plusieurs fois, Sophie aussi, mais je ne voulais plus parler. Tout ce que j'avais à dire avait été dit. Mon silence, cette fois, n'était pas de la rancune. C'était une délivrance. Avant de partir, j'ai écrit une lettre, pas pour eux, pour moi. Dedans, j'ai mis tout ce que j'avais vécu, ressenti et appris dans cette douleur. J'ai parlé du vide d'avoir grandi comme la fille invisible, du poids de porter une culpabilité qui n'était pas la mienne, des nuits où j'ai pleuré, seule en voulant être vue. Mais j'ai aussi écrit sur la force que j'ai trouvée, en comprenant que je pouvais vivre sans leur regard, et surtout sur mon choix de ne plus me faire ça à moi-même. Jamais. Quand je suis arrivée dans cette nouvelle ville, j'ai ressenti un soulagement inconnu. J'ai loué une petite maison simple, avec un balcon face à la mer. Je passais des heures là, assise, sans rien faire, juste à écouter les vagues, comme si le monde entier avait ralenti pour me laisser de l'espace. J'ai repris la peinture, une passion abandonnée depuis l'adolescence, sans ambition, sans vouloir plaire, juste pour moi. Pour la première fois, ma vie se construisait sur ce que je ressentais, pas sur ce qu'on attendait de moi. Un jour, j'ai reçu une notification sur mon téléphone. Sophie avait posté une photo sur Instagram avec une légende. Toutes. Les histoires ne sont pas racontées par ceux qui en ont le plus souffert. Une pique évidente. Mais au lieu de m'atteindre, j'ai éteint mon portable et repris ma toile vierge. Ils essayaient encore de contrôler le récit, mais je n'étais plus là. J'avais quitté leur table. J'avais la mienne maintenant, mon temps, ma paix. Et pour la première fois, ça me suffisait amplement. Mon silence les a plus dérangés. Que n'importe quelle parole. J'étais partie sans éclat, sans rien publier, sans accusation. Je m'étais juste éclipsée. Et c'était précisément ça qui les déstabilisait. Sophie m'a envoyé un long message 1 semaine après, mon déménagement disant que mon absence faisait jaser, parmi les oncles et les cousins. Les gens se demandaient pourquoi j'avais disparu si soudainement, pourquoi je n'étais pas revenue pour la 2e réunion avec l'avocat, pourquoi je n'étais pas retournée à Lyon. Elle jouait les préoccupée, mais elle était plus agacée que solidaire. Ton silence donne l'impression que tu as toujours voulu te démarquer de nous, a-t-elle écrit. On dirait que tu te crois au-dessus. J'ai relu ça, et pensé à quel point tout s'inversait facilement. Pendant des années, on m'avait diminuée, ignorée, mise à l'écart, et maintenant que je choisissais de partir, on me traitait d'arrogante, comme si mon silence était plus insultant que les décennies de rejet que j'avais subies. Ma mère a été plus directe. Elle m'a appelée en pleurs, disant qu'elle avait peur que je ne veuille plus jamais la voir, qu'elle tombait malade, qu'elle ne dormait plus, qu'une fille ne pouvait pas faire ça à sa mère. J'ai attendu quelques secondes avant de répondre calmement. Tu as eu 30 ans pour me choisir. Tu as préféré te taire. Elle a recommencé à se justifier, comme toujours, disant qu'elle était coincée, qu'elle ne savait pas quoi faire, qu'elle voulait préserver la famille. Mais je n'avais plus envie d'entendre des excuses. Elle n'avait pas défendu mon existence quand j'étais là, tous les jours, à essayer d'être vue. Maintenant que j'étais partie, elle se souvenait soudain de moi, trop tard. Les appels ont continué. Une cousine m'a écrit que la famille était divisée à cause du testament. Certains pensaient que je devrais contester en justice. D'autres trouvaient que j'étais immature, que l'argent, ce n'était pas tout. J'ai ri seule, parce que ça n'avait jamais été une question d'argent. C'était une question d'appartenance, de quelqu'un qui reconnaîtrait enfin que j'avais existé, que j'avais été là, que je comptais. Mais même exclue d'un testament, ça n'avait pas suffi. Sophie a changé de ton au fil des semaines. D'une sœur désemparée, elle est devenue une sœur blessée. Elle a commencé à poster sur les réseaux sociaux des phrases sur les liens qui ne se brisent pas et les sœurs qui s'éloignent par orgueil. C'était clairement pour moi. Des amis m'ont envoyé des captures d'écran demandant
si tout allait bien. J'ai répondu à tous la même chose. Je suis en paix. Et c'était vrai. Leur monde s'effritait parce que j'étais partie. J'étais la pièce oubliée. Mais en quittant le jeu, tout s'était déséquilibré. Parce qu'il était plus facile de m'ignorer que de faire face à mon absence totale. La situation s'est compliquée quand l'héritière inconnue est apparue. L'avocat m'a prévenu qu'elle était venue en personne signer les papiers. Il n'a pas donné de détails, juste dit qu'elle avait été discrète, polie, mais déterminée. Ma mère était sous le choc. Sophie m'a écrit qu'elle se sentait encore trahie. Tu aurais pu venir. C'était l'occasion de rencontrer cette soi-disant sœur, de savoir ce qui s'est vraiment passé. Je n'ai pas répondu, parce que je savais que leur curiosité n'était pas sincère. Elles voulaient garder la main sur l'histoire, comprendre comment une étrangère avait obtenu ce que moi, présente depuis toujours, je n'avais jamais eu. Et ça les rongeait. 1 mois plus tard, ma mère a tenté un dernier coup. Elle m'a envoyé une lettre manuscrite, comme si ça allait raviver quelque chose. Elle écrivait qu'elle m'aimait, qu'elle m'avait toujours aimée, mais qu'elle avait eu peur. Peur de me blesser, peur de perdre son mari, peur de ne pas gérer. Que j'étais une fille difficile, oui, mais forte aussi, et qu'elle pensait que je tiendrais le coup. Qu'au fond, elle avait toujours cru que je m'en sortirais. J'ai déchiré la lettre, parce qu'aimer en silence, en cachette, par peur, ce n'est pas de l'amour, c'est de la lâcheté. Et aucune force au monde ne justifie qu'on abandonne émotionnellement son enfant. Je n'avais plus besoin de ces mots. J'avais mes vérités. J'ai écrit un texte et l'ai publié sur un blog perso que je tenais depuis la fac. Sans nom, sans date, sans accusation directe. Juste ma version de l'histoire. Ce que c'est de grandir, en étant la fille oubliée, de regarder sa famille et de sentir qu'on n'en fait pas partie. Le texte a explosé. En 2 jours, j'ai reçu des centaines de messages de gens qui s'y retrouvaient. Des personnes mises de côté, grandies sans explication, invisibles chez elles. Une femme m'a écrit « Merci de m'avoir fait sentir que je ne suis pas seule. » Et là, j'ai su. Mon silence s'était transformé en voix. Et mon histoire, aussi, douloureuse soit-elle, était enfin entendue. Après ce texte, quelque chose en moi a changé. Je ne m'attendais pas à ce que tant de gens s'identifient. J'ai reçu des messages d'inconnus racontant des expériences similaires. Frères ignorés, filles à comparer, fils effacés pendant que d'autres étaient mis en avant. Chaque message me rappelait que je n'étais pas un cas isolé, que la douleur d'être rejeté par ceux qui devraient vous aimer est plus répandue qu'on ne le pense. Et en même temps, chaque réponse que je lisais guérissait un bout de moi. Comme si, en partageant mon histoire, j'avais ouvert une porte pour que d'autres se libèrent aussi. Pour la première fois, je voyais une valeur dans ce que j'avais vécu. Pas parce que ça faisait mal, mais parce que ça m'avait permis de voir clairement qui j'étais. J'ai commencé à écrire plus sur mon blog, des textes courts, des réflexions sur l'affection, l'absence, les choix. On m'a invité à une discussion dans une petite librairie à Caen. J'ai accepté. J'avais peur de m'exposer, de bafouiller, de sembler trop fragile. Mais parler a été libérateur. Certains ont pleuré. D'autres m'ont enlacé. Après, un monsieur m'a dit qu'il n'avait jamais demandé pardon à son fils pour l'avoir rejeté pendant des années, mais qu'après m'avoir entendu, il allait le faire. Ça m'a touchée comme aucune conversation avec ma famille ne l'avait jamais fait. Je faisais une différence, même minime, dans des vies marquées par des vides comme le mien. J'ai peint plus souvent. J'ai créé une petite série de toiles qui attirait l'œil des gens du coin. Un café m'a proposé d'exposer. J'ai hésité, puis accepté. Voir mes œuvres sur les murs d'un lieu public m'a donné une sensation étrange et douce d'appartenance. Pour la première fois, quelque chose de moi prenait de la place. J'ai commencé à enseigner la peinture à des enfants le samedi. Certains étaient fils uniques, d'autres venaient avec leurs frères et sœurs. Chacun portait son petit univers. Je les regardais avec une tendresse nouvelle. Je m'assurais que chaque enfant se sente vu, que personne ne reparte en pensant qu'il valait moins. Ce que j'aurais voulu avoir, petite. Un après-midi pluvieux d'automne, assise sur mon balcon avec un thé, j'ai relu une lettre écrite des mois plus tôt. Je ne l'avais jamais envoyée. Elle était pour mon père. J'y racontais tout. Ce que j'avais ressenti dans ma vie, les fois où il m'avait ignoré, les anniversaires oubliés, les comparaisons, les mots durs, mais aussi comment, malgré tout, j'avais essayé. Et comment lui n'avait jamais voulu essayer en retour. À la fin, j'écrivais que je ne le haïssais pas. Et c'était vrai, je ne portais pas de haine. Juste la certitude que je méritais mieux, que chaque enfant mérite mieux. J'ai rangé la lettre dans une boîte avec des vieilles photos. C'était ma façon de clore le cycle. Sophie m'envoyait encore des messages de temps en temps. Parfois une phrase « Tu me manques ». Parfois une photo de nous petites. Je ne répondais pas. Pas par rancune, par protection. Ma mère a tenté un dernier contact. Un mail disant qu'elle voulait parler pour de vrai, sans excuse, qu'elle aimerait me rendre visite. J'ai lu, mais pas répondu. Si je l'accueillais, elle viendrait, avec le même poids qui m'avait fait souffrir pendant des années. Et ça, je n'en voulais plus chez moi. Le pardon viendrait peut-être, mais pas forcé,
pas négocier, il serait naturel, s'il venait un jour. L'héritière inconnue ne m'a jamais contactée. Pas de lettres, pas de message, rien. Ça m'a surprise. Je pensais qu'elle essaierait, qu'elle m'écrirait. Peut-être par curiosité, mais peut-être qu'elle aussi avait grandi dans un monde où le silence était une armure. Peut-être qu'on lui avait appris à se cacher, je ne sais pas. Et franchement, je n'ai pas besoin de savoir. La vie que j'ai bâtie ici, dans cette petite ville paisible près de la mer, me suffit. Je me réveille sans fardeau, je dors sans attente, je travaille par plaisir, je côtoie des gens qui me voient, m'écoutent, me respectent. J'ai la paix. Un jour, à une foire artisanale, une femme s'est arrêtée à mon stand. Elle a regardé mes toiles attentivement, puis m'a fixé dans les yeux et m'a dit « Tu peins avec vérité ». J'ai souri. C'est tout ce que j'ai maintenant. Elle a acheté 2 tableaux et m'a enlacée. En repartant, j'ai senti que, même sans famille, sans lien de sang reconnu, j'avais trouvé quelque chose de bien plus précieux, une appartenance. En moi, dans le monde que j'ai construit de mes mains, sans demander la permission, sans attendre qu'on me choisisse. Pour la première fois, je me suis choisie. 3 ans ont passé depuis ce testament. Aujourd'hui, quand je repense à tout ça, je ne ressens plus de douleur. Juste de la distance, comme si c'était arrivé à une autre, une ancienne version de moi, plus naïve, plus en manque, plus dépendante d'une validation que ceux qui m'entouraient n'étaient pas prêts à m'offrir. Sophie poste encore des photos de famille. J'y vois mes oncles, mes cousins, des visages familiers qui me semblent maintenant étrangers. Je n'apparais sur aucune, bien sûr, comme si je n'avais jamais été là. Et peut-être que, d'une certaine manière, c'est vrai. Ils n'ont jamais fait l'effort de me donner une place. J'étais juste un rouage utile, qui ne dérange pas, qui ne brille pas trop, qui ne réclame pas d'espace. Ma mère n'a plus cherché à me contacter. La dernière fois, c'était une carte d'anniversaire arrivée en retard, sans mots personnels, juste un, avec affection. Je l'ai déchirée sans l'ouvrir complètement. Pas par colère, mais par respect pour moi. Je ne voulais plus de mots creux, plus de tentatives tièdes quand ce dont j'avais eu besoin, c'était d'une présence réelle, solide, courageuse. Je reçois encore des messages sur mon blog. Des gens du monde entier partagent des histoires similaires. Fils ignorés, sœurs mises à l'écart, parents qui aiment à moitié. Parfois, je pleure en les lisant. Parfois, je ferme l'ordinateur. Je respire et je vais marcher au bord de la mer. Chaque récit me ramène au mien, mais me montre aussi le chemin parcouru. Je ne suis plus cette femme qui avait besoin qu'on la remarque pour se sentir vivante. Je me vois, je me suffis. Récemment, on m'a invitée à parler dans un événement sur la santé émotionnelle. J'ai hésité. Je ne me sentais pas assez qualifiée. Je pensais que d'autres seraient mieux placés. Mais l'organisatrice a été claire. Tu as ce qui compte le plus. La vérité. J'ai accepté. J'y suis allée et j'ai parlé. Sans préparation, sans notes, juste avec un cœur sincère. J'ai raconté la petite fille qu'on traitait d'exagérée, l'adolescente qui faisait semblant d'aller bien, l'adulte qui faisait tout pour être accepté. J'ai parlé du tournant, de la décision de partir, du silence choisi. À la fin, beaucoup m'ont enlacée. Mais une femme m'a dit quelque chose que je n'oublierai jamais. Tu a sauvé ma fille sans le savoir. Je lui ai montré ton texte le jour où elle voulait t'abandonner. Aujourd'hui, elle est là et elle t'a entendu. Ce soir-là, dans mon lit, j'ai pleuré, sans retenue, pas de tristesse, du soulagement, comme si toutes les pièces s'étaient enfin alignées. Toute cette douleur qui m'avait étouffée pendant des années servait maintenant à quelque chose. Elle était devenue un pont, un chemin, une voie. Je n'ai jamais rencontré l'inconnu. Cette femme que mon père a cachée 30 ans, et qui, à la fin, a eu la reconnaissance que je n'ai jamais eue. Parfois, je me demande comment était sa vie, si elle savait pour moi, si elle aurait voulu me rencontrer, si elle aussi s'est sentie rejetée. Mais ces pensées ne durent pas. Parce qu'au fond, je sais qu'elle n'y est pour rien. Elle est juste une autre pièce du chaos qu'il a laissé, et peut-être qu'elle aussi essaye de se comprendre là-dedans. On me demande si je regrette d'avoir coupé les ponts avec ma famille. Ma réponse est simple, non, parce que la seule chose pire que s'éloigner de ceux qui vous font mal, c'est rester près d'eux en espérant qu'ils changent un jour. J'ai attendu trop longtemps. Maintenant, je n'attends plus rien. Je vis, ma maison est pleine de plantes, de tableaux, de livres. Mes murs ont mes couleurs. Mes dimanches sont silencieux, pas exigeants. Mes relations sont légères, sans lutte émotionnelle, sans comparaison. Je parle à ceux qui me regardent dans les yeux. J'écoute ceux qui m'écoutent en retour. Et je ne me mets plus jamais en attente. L'autre jour, à la foire de la ville, une vieille dame m'a regardé quelques secondes avant de sourire. « C'est toi, la fille du texte, hein ?» J'ai acquiescé. Elle m'a pris la main et m'a dit « Tu as eu du courage. J'aurais voulu faire pareil il y a 30 ans. On s'est quitté là. » Mais ces mots sont restés, parce que c'est ça. Tout le monde ne parvient pas à partir. Tout le monde ne brise pas le cycle. Mais quand quelqu'un le fait et le raconte, ça donne aux autres la force d'y penser. Et c'est ce que j'ai fait. Je suis partie, j'ai coupé, j'ai rompu. Pas par haine, mais par amour-propre. Pas par vengeance, mais par nécessité. Pas par orgueil, mais par survie.